nécessite est la même que celle dont nous avons besoin pour toutes les autres formes de développement. Si vous transportez de toutes petites quantités de gallium, vous n'avez en réalité pas besoin de chemin de fer pour cela. Mais si vous devez déplacer des millions de tonnes de cuivre, là, oui. Et ces chemins de fer, cette énergie, cette capacité d'organisation, c'est exactement ce dont nous avons aussi besoin pour faire fonctionner l'agriculture. Et c'est là que je vais diverger. Même pour l'agriculture, ce sont les mêmes infrastructures là de développement de l'économie avec l'acier, l'aluminium, tout ça, les cuivres, même les cuivres en question. Quand vous transformez les cuivres, mais les cuivres là va monter, vous transformez les cuivres, vous faites les fils qu'il faut faire pour le courant, pour la technologie, pour les câbles électriques ou je sais pas l'internet. Ce que tant que ça ba câble na Congo et au Kenya, c'est quoi Amérique nénin. Barozango na peuple qui vous avez besoin qu'on fasse les chemins de fer toujours. Vous aurez du besoin des chemins de fer. Donc, ces chemins de fer-là, c'est la même chose même pour l'agriculture chez vous, pour votre économie, l'agriculture. Vous faites les champs partout là-bas. Vous aurez besoin des wagons, tout ça, pour prendre des maïs que vous allez exporter, je ne sais pas dans quel pays. Vous aurez besoin des chemins de fer. L'infrastructure s'impose au Congo démocratique. Je vous ai expliqué hier et il a expliqué aujourd'hui. Vous demandez d'abord d'aimer la vidéo, de la partager. Je vais regarder rapidement. Bonjour, depuis l'Atlantic Council à Washington. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour le lancement d'une nouvelle publication, Au-delà des minéraux critiques, tirée parti des vastes opportunités de la RDC. On dirait vraiment un livre. C'est exactement ce qui s'est passé ici, avec 6 auteurs qui se sont réunis pour élaborer une feuille de route pour la République démocratique du Congo. Permettez-moi de les remercier individuellement pour leur temps, leur énergie et leurs idées brillantes. Dave Peterson, ancien directeur principal du programme Afrique à la National Endowment for Democracy. Bienvenue, Dave. Bemba Pezo Dizolele, enseignant à la School of Advanced International Studies de Johns Hopkins. Bienvenue, Bemba. Rabah Areki, chercheur distingué au Freedom and Prosperity Center de l'Atlantic Council. Thomas de Dreux-Brisé, directeur du développement stratégique à la Banque mondiale. Nicole Namwezi Batumike, spécialiste du genre et de l'approvisionnement responsable à la Fondation Panzi. Bienvenue Nicole. Et Calixte Houek-Boussi, chef de mission pour la RDC au Fonds monétaire international. Bienvenue Calixte. Ensemble, nous voulions aller au-delà des minerais critiques. Comme vous le savez, les plus grands programmes du Conseil de l'Atlantique en Afrique se sont concentrés sur la RDC et sur les minerais critiques depuis des années maintenant. Par coïncidence, ce sont les 2 priorités de la nouvelle administration. Il y a 2 semaines, Corinna Sanders, la sous-secrétaire adjointe américaine aux affaires africaines, était ici pour nous en dire plus sur les discussions entre les États-Unis et la RDC concernant la paix et les minerais critiques, après être tout juste rentrée du Congo. Cependant, ce pays est trop vaste, de la taille de l'Europe de l'Ouest, et trop complexe pour être réduit à son cobalt et à son cuivre. Avant tout, le Congo est un pays de 120 millions d'habitants, avec une capitale qui compte plus de francophones que Paris. Cependant, le pays compte 200 langues, ce qui en dit long sur la richesse de sa culture. C'est aussi un pays atlantique à l'ouest, et il fait partie du bassin du Congo, dont les forêts tropicales constituent le 2e poumon de la planète. En résumé, le Congo est un pays d'agriculture, une puissance maritime, confrontée à des défis en matière d'infrastructures, doté de services financiers prometteurs et d'industries créatives. Le Congo doit emprunter une voie de transformation pour prospérer et mettre fin à la guerre qui dure depuis 3 décennies à l'est du pays, une guerre qui a coûté la vie à 10 millions de Congolais. Ici, nous disons que si le Congo va bien, l'Afrique ira bien. En parlant de l'Afrique, pour discuter du commerce, des affaires et de l'économie, nous avons invité l'ambassadeur Troy Fitrel. Je pense que l'on peut dire sans risque, monsieur l'ambassadeur, que vous êtes un véritable ami du continent africain. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le haut responsable qui dirige le Bureau des affaires africaines du département d'État. Vous êtes, ou vous étiez récemment, ou peut-être êtes-vous encore, je crois, ambassadeur des États-Unis auprès de la République de Guinée. Vous avez également occupé les postes de directeur des bureaux des affaires d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique australe, de chargé d'affaires, ainsi que de chef de mission adjoint dans les ambassades américaines en Éthiopie et à l'île Maurice. Vous avez également travaillé dans les ambassades du Ghana et de la Zambie.
Ambassadeur Fitrel, bienvenue au Conseil de l'Atlantique. Nous vous avons vu au Forum des PDG africains à Abidjan annoncer de nombreuses choses, le lancement de la nouvelle stratégie commerciale américaine avec l'Afrique et très rapidement, en septembre, un sommet États-Unis-Afrique à New York. C'est un programme assez ambitieux, mais cela nous plaît. Nous sommes prêts. Nous espérons en savoir plus, les détails, les priorités, votre futur rôle, la DFC, la GEOA. Il y a beaucoup de sujets à aborder. La parole est à vous, Troy Fitrel. N'ayez crainte, ce ne sont que quelques notes. Non, je ne vais pas vous faire la lecture. Tout d'abord, bienvenue à tous mes amis. Merci d'être ici. Et j'espère qu'en disant simplement « bienvenue à tous mes amis », cela inclut tout le monde. Cela inclut l'ambassadrice Yad, nos panélistes, tout le monde. Le fait que vous soyez ici signifie que vous êtes un public auto-sélectionné de personnes qui se soucient réellement de ces questions. Cela ne devrait plus être un marché de niche. Je pense que l'un des éléments clés que nous devons avoir, c'est une compréhension complète de ce que signifie s'engager avec la RDC, de ce que signifie s'engager avec l'Afrique, et de voir que ce n'est pas fait par pur altruisme, mais bien parce que c'est fondamentalement important. Vous savez, mon équipe me fournit sans cesse des faits du genre « en 2050, un travailleur sur 3 dans le monde sera africain » et ce genre de choses. Et franchement, j'en ai assez d'entendre ça. En fait, je ne me préoccupe pas vraiment de 2050 dans ce sens-là. L'Afrique est importante dès maintenant. La RDC est importante dès maintenant. Les gouvernements africains sont dès à présent des membres à part entière, importants et essentiels sur la scène mondiale, et nous devrions le reconnaître. Donc, l'ambassadrice Yadé a mentionné qu'à Abidjan, nous avons lancé notre stratégie commerciale. Et l'idée derrière cela, c'est que c'est ce que nous voyons qui fonctionne. Nous avons passé 60 ans à faire de l'aide au développement et beaucoup de ces pays n'en sont pas visiblement transformés. Ne vous méprenez pas, j'aime nos projets d'assistance, j'aime nos collègues, j'aime le travail que nous avons accompli. Mais les pays ne se développent pas par altruisme. Ils se développent grâce à un véritable essor commercial dans leur propre intérêt. Et dans ce sens, on peut regarder ce qui se passe dans différents pays. Je vais même prendre le Ghana comme exemple. Vous savez, à l'époque où la bauxite a été découverte ou a commencé à être exploitée régulièrement au Ghana, cela aurait pu être un pays où l'on se contente simplement d'extraire la bauxite, de la charger sur un navire et de l'exporter. Mais ils ont fait un investissement massif dans les infrastructures et ont construit le barrage, le BL pour là, et créé le lac Volta afin d'avoir l'électricité nécessaire pour transformer la bauxite en aluminium. Et voici la chose amusante. Ce projet emblématique a en fait créé la classe moyenne ghanéenne, car c'était pratiquement les seules personnes du pays à avoir un emploi réel, stable et formel dans le secteur formel. Et Valco a fait quelque chose de vraiment intéressant à ce niveau-là. Ils avaient un plan selon lequel, pour leurs employés, lorsqu'ils atteignaient l'âge de 50 ans, ils pouvaient encaisser la moitié de leur retraite immédiatement, ce qui a offert pour la première fois dans ce pays, l'opportunité, le capital nécessaire pour entreprendre des choses. Ils pouvaient acheter une maison, ils pouvaient créer une entreprise, ils pouvaient envoyer leurs enfants à l'université quelque part. Ces enfants de Valco sont devenus le centre dynamique de la classe moyenne au Ghana. Et quand on regarde le Ghana, disons à partir de... Vous savez, j'y ai servi en 1997, il y a presque 30 ans. La différence entre le Ghana d'aujourd'hui et celui d'il y a 30 ans est tout simplement spectaculaire. Mais c'est grâce à ce que cette classe moyenne a pu créer. Maintenant, je ne présente pas le Ghana comme le modèle unique à suivre partout sur Terre. Mais on observe cela dans différents pays. En Guinée, c'est CBG. On voit cela à différents endroits. Ce type d'investissement a vraiment compté et a réellement fait la différence. Donc la stratégie que nous avions était d'abord de tirer parti de nos plateformes diplomatiques et de faire de la diplomatie commerciale un axe central. Nous avons toujours dit que c'était une priorité, mais nous disions aussi que 35 autres choses étaient des priorités. Donc, en éliminant beaucoup de ces autres priorités et en mettant vraiment la diplomatie commerciale au premier plan, cela a changé certaines choses. J'ai veillé à ce que nos ambassadeurs sachent que c'était leur devoir et qu'ils seraient évalués là-dessus, et cela a fait une différence.
je crois qu'au dernier décompte, depuis le 20 janvier, nous avons 71 nouveaux accords d'une valeur de plus de 7 milliards de dollars. Et c'est un changement radical. Ensuite, nous devons travailler avec les entreprises africaines, enfin les pays africains, nos gouvernements hôtes et le secteur privé. Pour cela, nous collaborons souvent avec les chambres de commerce américaines, car elles font un travail remarquable pour déterminer ce qu'il faut améliorer dans le climat des affaires. Ce n'est pas hostile. Il ne s'agit pas de formuler des exigences. Ce sont les gouvernements hôtes qui souhaitent davantage d'investissements. Ils veulent plus d'activités commerciales. Comment y parvenir? Qu'est-ce qui bloque? Donc, travailler avec eux sur ces questions, sur l'amélioration du climat des affaires, c'était le deuxième point. Le troisième, bien sûr, c'est tout simplement l'infrastructure. Ce sont des objectifs clairs. Là, dans certains pays, s'ils n'ont pas investi dans les infrastructures depuis 60 ans, alors il y a 60 ans d'infrastructures à réaliser dès maintenant. Donc il y a beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Et quand je parle d'infrastructure, tout le monde pense tout de suite aux rails, aux routes, à certains ports, peut-être à l'électricité. N'oublions pas le numérique. L'infrastructure numérique est absolument essentielle. Si vous voulez participer à l'économie moderne, il vous faut une colonne vertébrale numérique et c'est crucial. Quatrièmement, il s'agit simplement d'organiser des missions de diplomatie commerciale. J'ai besoin de faire venir des gens de Washington. J'ai parlé de vous comme d'une communauté qui se sélectionne elle-même. Je dois sortir les gens de cette ville, les emmener à l'étranger et leur faire comprendre ce qui se passe. C'est pour cela que j'étais au Forum des PDG à Abidjan. C'est pour cela que la semaine prochaine, je serai à Luanda pour le sommet du Corporate Council en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous faisons tout cela. Ensuite, il s'agit de connecter les entreprises américaines. Nous avons 300 000 entreprises aux États-Unis qui sont prêtes à exporter, mais qui ne font aucun commerce en Afrique. Et c'est absurde. Nous devons faire beaucoup mieux pour promouvoir les opportunités de marché là-bas. Et enfin, pour que personne ne pense que je ne fais que pointer du doigt nos gouvernements africains, nous devons aussi mettre de l'ordre chez nous. Nous devons organiser, dynamiser et rendre actives nos entités de financement et de promotion du commerce à Washington. Et cela inclut la DFC, l'ex-IM, la TDA, le département d'État, le CE, le département du commerce et dans de nombreux cas, le département de l'énergie. Nous devons parler d'une seule voix. Dans les ambassades, nous avons ce que nous appelons les deal teams, c'est-à-dire que toutes les personnes de l'ambassade susceptibles d'être impliquées dans une opportunité commerciale se réunissent en tant que groupe de travail. Nous avons commencé à faire cela ici à Washington également. Lorsque je reçois une délégation venant de l'étranger, j'invite mes collègues de l'ex-IM, de la DFC et du commerce à se joindre à moi pour ces réunions. D'une part, pour que la délégation n'ait pas à organiser 4 réunions différentes à travers la ville, mais aussi pour qu'elle n'entende pas 4 discours différents. Et puis, quand nous quittons cette réunion, nous savons qui est responsable de quoi et sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Ce sont les 6 points, et c'est pour cela que nous faisons tout cela. En particulier, nous devons être plus offensifs à ce sujet. Je pense qu'actuellement, le plafond de défaillance prévu pour l'Exim Bank est de 2%, et nous n'atteignons même pas ce seuil. Je veux doubler ce plafond à 4, et je veux que nous soyons constamment mis au défi d'aller au-delà de cela. Nous devons être offensifs. Si vous restez en dessous de 2%, vous agissez un peu comme une banque ordinaire, et nous avons déjà beaucoup de banques ordinaires. J'ai besoin que la banque d'import-export soit offensive. Je veux qu'ils échouent parfois. C'est comme ça que nous saurons que nous avançons. Maintenant, nous sommes ici aujourd'hui pour parler du DRC en général. Je suis sûr que certaines personnes s'intéressent au processus de paix en cours en ce moment. Cette semaine à venir, nous avons effectivement des équipes techniques ici pour essayer d'atteindre la prochaine étape. Nous avons défini ces principes. Maintenant, nous débattons de la manière de mettre ces principes en pratique. Nous avons fait, je pense, tout ce que nous pouvions en ligne par visioconférence, par email. Il est temps de réunir à nouveau les équipes, donc c'est ce que nous faisons en ce moment. Maintenant, le calendrier, comme vous l'avez peut-être entendu, oui, nous avons établi ces principes en avril. Nous avons ces équipes techniques ici aujourd'hui. Nous visons toujours un accord de paix en juin ou juillet. C'est en quelque sorte ce que les États-Unis apportent à la table, c'est-à-dire un calendrier extrêmement ambitieux, pour être franc, une véritable ambition. Il n'y a aucune raison de tergiverser là-dessus. Si nous devons le faire, on le fait maintenant. Nous n'allons pas attendre 6 mois pour la prochaine réunion. Nous devons mener cela à bien. Et donc, oui, c'est sur cela que nous travaillons. Et je devrais préciser que la raison pour laquelle nous sommes impliqués, c'est parce que les 2 parties nous l'ont demandé. Les 2 parties ont dit, d'accord, peut-être que vous pouvez faire avancer les choses. Et c'est pour cela que nous sommes
que nous sommes vraiment au cœur de tout cela. Mais l'élément clé, c'est qu'il y a un certain nombre de processus dont vous avez entendu parler. Vous avez entendu parler des processus de Luanda et de Nairobi. Nous avons maintenant un processus de Doha. Et puis bien sûr, il y a le processus de l'Union africaine. Ce ne sont pas des cadres séparés que l'on peut opposer les uns aux autres. Ils sont organisés, ils sont coordonnés et ils se soutiennent mutuellement. Et en fait, nous aurons les Qataris ici la semaine prochaine également, dans le cadre des négociations. Maintenant, parlons des minéraux critiques. On est censé aller au-delà des minéraux critiques, mais il est important de rappeler qu'on les appelle critiques pour une raison. Je veux dire, c'est ce qui a attiré l'attention du monde entier. Très bien. Ne gaspillons pas cela. Donc, même si nous disons qu'il faut aller au-delà des minéraux critiques, n'oublions pas qu'ils constituent un élément extrêmement important. Leur quantité, leur rareté et leur utilité dans tout ce que nous faisons pour la vie moderne, tout cela compte. Cela a attiré l'attention, ne laissons pas passer cette opportunité. Mais tant que nous parlons de minéraux critiques, n'oublions pas que l'économie mondiale repose sur l'acier, l'aluminium et le cuivre. Et pour deux d'entre eux, la RDC est l'un des pays les plus importants au monde, voire le plus important. Et ce qu'il faut savoir à propos de ces métaux de base, c'est que l'infrastructure qu'ils nécessitent est la même que celle dont nous avons besoin pour toutes les autres formes de développement. Si vous transportez de toutes petites quantités de gallium, vous n'avez en réalité pas besoin de chemin de fer pour cela. Mais si vous devez déplacer des millions de tonnes de cuivre, là, oui. Et ces chemins de fer, cette énergie, cette capacité d'organisation, c'est exactement ce dont nous avons aussi besoin pour faire fonctionner l'agriculture. Et c'est là que je vais diverger, vous savez, de façon assez marquée. Quand vous avez une société où 70% des revenus proviennent du secteur minier, mais que 70% de la population travaille dans l'agriculture, il existe une fracture fondamentale entre le peuple et l'économie, et cela n'est pas viable. Et quand je dis que ce n'est pas viable, je veux dire que vous n'irez nulle part avec ça. Il faut que les gens soient impliqués dans leur propre économie, impliqués dans leur propre État, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais l'exploitation minière peut être utilisée à cette fin dans ce sens. Si vous voulez des investissements dans l'agriculture, si vous souhaitez ce type de développement social, il vous faut l'infrastructure nécessaire. Et comme je l'ai dit précédemment, quand on parle d'infrastructure, il ne faut pas oublier le numérique. Vous en avez besoin. Donc, en ce qui concerne l'activité des États-Unis, rappelez-vous que nous n'avons pas d'entreprise publique que je pourrais simplement diriger pour accomplir une tâche. Mais c'est une force, pas une faiblesse. Le fait que je puisse exploiter, accéder et promouvoir l'innovation qui vient du secteur privé. Si vous voulez simplement creuser un grand trou dans le sol et expédier cette terre quelque part, soyons francs, les Chinois font cela très bien et à moindre coût. La rivière sera marron, la forêt sera marron, et un bon nombre de vos ouvriers mourront chaque année, mais ils peuvent le faire à bas prix. Mais si vous voulez de l'innovation dans le secteur minier, si vous voulez que la rivière reste bleue, que la forêt reste verte, et que vos travailleurs bénéficient réellement d'un transfert de technologie, d'un développement professionnel et d'une inclusion dans ce processus, alors vous choisissez ceux qui font cela. Et je dirais qu'en RDC, il suffit d'aller voir les mines, regardez celles qui sont gérées par des entreprises américaines ou occidentales, et vous verrez des environnements de travail assez modernes, propres, gérés de manière professionnelle et sûre. Et si vous allez voir les autres, vous verrez un paysage apocalyptique digne de l'enfer. C'est ça la différence. C'est ce que vous exploitez pour passer à l'étape suivante de l'économie lorsque vous avez ces entreprises. Il vous faut la qualité. D'autres options peuvent sembler moins chères au départ, mais il faut pouvoir prendre en compte le coût total sur l'ensemble du cycle de vie. Les locomotives Wabtec, qui s'appelaient autrefois General Electric, pratiquement toutes les locomotives Wabtec General Electric jamais construites sont encore en service aujourd'hui. Alors que je vous mets au défi de trouver une locomotive fabriquée en Chine qui fonctionne encore après 10 ans. Ce coût sur le cycle de vie fait la différence. L'innovation compte. Les techniques de forage sont phénoménales. Vous savez, les États-Unis ont connu une croissance économique incroyable au cours des 15 à 20 dernières années, grâce, il faut le dire, au fait que nous sommes devenus exportateurs d'énergie au lieu d'en être importateurs. Et tout le monde dit, d'accord, vous avez appris à faire de la fracturation hydraulique et c'est comme ça que vous vous en êtes sortis. Eh bien, la fracturation hydraulique n'est pas aussi simple qu'on le pense. Les avancées dans les technologies de forage sont incroyables.
Et ce que nous avons appris grâce à ces avancées dans les technologies de forage, c'est que des projets géothermiques qui n'étaient pas viables il y a 10 ans le sont aujourd'hui. Vous voulez cette innovation? Les entreprises américaines paient leurs impôts, elles paient leurs redevances souveraines. Et nous n'amenons pas une armée entière d'expatriés. Si vous allez dans n'importe quelle entreprise américaine, vous ne trouverez pas seulement des ouvriers locaux. Vous trouverez des techniciens, des comptables, des PDG, parce que c'est ça le modèle économique. Je vais simplement conclure en disant que j'ai récemment lu un livre écrit par le tout premier ambassadeur américain au Kenya, et il est parti au Kenya en pensant qu'il allait parler de tout ce qui concerne le Kenya. Ce qu'il a découvert, c'est qu'au milieu des années 1960, il a été complètement happé par la politique de la RDC. Et si vous allez au Kenya aujourd'hui, vous verrez qu'ils sont toujours absorbés par la politique de la RDC. J'ai eu l'impression que le livre que je lisais, qui se déroule au milieu des années 1960, aurait très bien pu être écrit aujourd'hui. Mais nous avons l'opportunité de briser ce cycle, de le faire cesser et de faire un bond en avant, afin que dans 30 ans, nous ne soyons plus en train d'avoir la même conversation sur l'avenir de la RDC, car c'est maintenant que l'occasion se présente. Je vais donc m'arrêter là, et je suis absolument ravi à la fois de lire les contributions de notre panel et d'entendre ce qu'ils ont à dire ensuite. Merci à tous d'être ici. Merci, ambassadeur Fitrel et ambassadeur Yad. C'est une perturbation positive. Je voulais simplement signaler la présence de 2 personnes intéressantes. La nouvelle ambassadrice de la République du Bénin, Eniola Awon-Menu, est parmi nous. Félicitations et bienvenue à Washington. Je pense que cela mérite des applaudissements. Et quelqu'un qui a été le tout premier commandant de l'US Africa Command, AFRICOM, le général William Ward. Bienvenue. Merci. Carole Van der Valk de Voice of America pour modérer cette conversation. Merci, ambassadrice Yad, et je vais simplement réintroduire tout le monde sur le panel au cas où certains de nos spectateurs à distance ou des personnes ici dans l'auditoire nous auraient rejoints un peu en retard. Nous avons Calixta Kakposi, il est chef de mission du FMI pour la RDC. Nicole Namweze Batunike, spécialiste du genre et de l'approvisionnement responsable à la Fondation Panzi. Elle nous rejoint virtuellement. Mvembe Tizo Ndizol de la RDC, maître de conférence à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Il est également ancien directeur et senior fellow du programme Afrique du CSIS. Et Dave Peterson, tout à ma gauche, il est l'ancien directeur principal du programme Afrique du National Endowment for Democracy. Merci à tous d'être présents aujourd'hui et merci à vous dans le public, ainsi qu'à notre public virtuel. Et je veux aussi rappeler aux spectateurs qu'ils peuvent poser leurs questions sur ascac.org et nous essaierons d'en prendre le plus possible et de les relayer à l'antenne. Un haut fonctionnaire du gouvernement de la République démocratique du Congo, M. Miguel Keshab Katem, qui dirigeait ce qu'on appelle l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, a déclaré lors d'une récente conférence minière en Afrique du Sud que la RDC est ouverte à tous les investisseurs souhaitant développer ces gisements miniers inexploités, estimés à 24 000 milliards de dollars. Mais elle souhaite surtout s'associer à ce qu'elle appelle des investisseurs modernes, capables de soutenir le développement économique du pays. Tout d'abord, Dave Patterson, 24 000 milliards de dollars, c'est une somme énorme. Et de quel type de minéraux parle-t-on et ce chiffre est-il exact? Eh bien, je n'ai pas fait d'analyse approfondie de ce chiffre, mais c'est certainement le montant qui circule en ce moment. J'ai vu des chiffres encore plus élevés et je pense qu'il ne fait aucun doute que la RDC possède une richesse énorme, que ce soit dans les minéraux, le coltan, l'or, les diamants. Ce n'est pas mentionné dans le rapport, mais l'étain est aussi, vous savez, une ressource très importante là-bas. J'ai vu que les Émirats arabes unis viennent de s'engager, à investir plus de 300 millions de dollars dans les mines d'étain. Bien sûr, il y a un énorme potentiel dans l'eau, l'hydroélectricité, le potentiel agricole et tout simplement le potentiel humain. Il y a tellement d'énergie en RDC. Oui, je veux dire, il y a certainement un grand potentiel, que ce soit, vous savez, estimé à 26 000 milliards de dollars, ça pourrait même être plus. Est-ce que
l'un d'entre vous n'est pas d'accord avec ça? Non, pas encore. Calixte Akakposi, quel type de développement économique en RDC attendez-vous de la part de ces soi-disant investisseurs modernes? Oui, donc peut-être, merci Carole, et peut-être que je pourrais commencer par dire, en renforçant ce que Dave vient de dire, que vous savez, le potentiel du pays est vraiment, vraiment immense, n'est-ce pas? Non seulement dans le secteur minier, mais aussi si vous regardez la population, une population nombreuse et jeune, ils l'ont. Le potentiel en eau, il est immense. Le potentiel hydroélectrique est très important. Où que vous regardiez, le potentiel est là. La question est de savoir comment passer du potentiel aux ressources réelles et soutenir le développement. Je pense que ce n'est pas une transition facile, surtout si l'on considère tous les défis auxquels le pays est confronté, n'est-ce pas? Nous connaissons tous les défis sécuritaires et politiques et l'ambassadeur en a parlé il y a peu de temps. Il y a aussi d'autres questions sociales, des problèmes sociaux. Il y a des lacunes dans les infrastructures, d'énormes lacunes, des écarts économiques dans les infrastructures. Donc il y a beaucoup de défis que le pays doit également relever dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup de défis. Alors, comment fait-on pour passer du potentiel à l'affrontement de ces défis et ensuite disposer de ressources concrètes? Je pense que, comme vous pouvez le constater, je veux dire, si vous le développement en RDC ou partout ailleurs, en fait, présente de nombreux atouts, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement une question de se concentrer uniquement sur les aspects économiques. Il y a des questions politiques, sociales et d'autres aspects à aborder, la gouvernance, etc., qui doivent être traités. Mais cela étant dit, je voudrais dire que de notre point de vue, un moyen simple ou relativement simple pour eux de passer du potentiel aux ressources concrètes, c'est vraiment de se concentrer sur certains écarts économiques qu'ils peuvent combler. Par exemple, en ce qui concerne les infrastructures, si l'on regarde la couverture routière du pays, elle est très faible, n'est-ce pas? Si l'on regarde la production d'énergie, elle est aussi relativement faible malgré le potentiel. Donc, s'ils peuvent se concentrer sur ces aspects, cela ferait une énorme différence. Non seulement pour le secteur minier, n'est-ce pas, afin de débloquer ces 24 000 milliards de dollars dont nous parlions tout à l'heure, mais aussi pour avoir des retombées positives dans d'autres secteurs. Donc, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles la RDC n'est pas vraiment une puissance en matière de production agricole, c'est qu'une grande partie de la production est perdue sur les exploitations parce qu'il est très coûteux de transporter les marchandises jusqu'au marché le plus proche. Au moment où vous arrivez sur un marché, le coût du transport est tellement prohibitif qu'il n'est même pas logique d'essayer de commercer, et cela s'applique à de nombreux autres secteurs, y compris le secteur minier où cela contribue à une augmentation des coûts. Donc, et quand ils arrivent enfin, les fruits et légumes ont pourri. Exactement, exactement. Donc vous pouvez voir l'impact dans l'agriculture, le potentiel là, le potentiel dans la santé, n'est-ce pas? Parce que atteindre certaines de ces zones n'est pas facile. Le potentiel dans l'éducation, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que des gens s'y rendent, des enseignants et qui d'autre, toute personne qui doit aller atteindre les populations éloignées. Donc, on peut voir un énorme effet d'entraînement là, mais on peut commencer par la route et l'énergie pour soutenir le secteur minier et aussi avoir des retombées dans d'autres secteurs. Donc, en gros, vous parlez de réinvestir pour que c'est essentiel de réinvestir ce que l'on gagne du secteur minier. Absolument. Dans oui. L'industrie et le capital du gouvernement. Oui. Nous avons une question qui aborde ce dont nous venons justement de parler. Et l'ambassadeur Fitrel a parlé d'améliorer le climat des affaires. Que peuvent faire les pays africains dès maintenant pour montrer qu'ils prennent au sérieux l'investissement américain? C'est une question qui nous vient de notre public virtuel. Mthembu, pourquoi ne pas répondre à celle-ci? Merci beaucoup et merci au Carnegie Council de nous accueillir. Ce n'est pas la bonne question. Il ne s'agit pas de ce que les pays africains devraient faire pour attirer les intérêts ou les investissements américains.
La vraie question, c'est qu'est-ce que l'Amérique peut faire pour apporter ses propres investissements en Afrique? Je veux dire, l'idée que l'Afrique doive soudainement tout changer pour que les Américains viennent, c'est très rétrograde et totalement déconnecté des réalités actuelles. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en pleine guerre froide. Aujourd'hui, nous sommes au cœur d'un monde émergent, multilatéral et multipolaire, avec de nombreuses puissances qui n'existaient pas auparavant. Ils ont, ou je crois qu'Alex vient de mentionner, les Émirats arabes unis. Vous avez les États du Golfe qui jouent un rôle, vous avez la Chine qui n'est plus le pays pauvre de mon enfance, et la liste continue. Donc l'UE et les États-Unis étaient en réalité en position de recul face à cela. Je suis ravi d'entendre l'ambassadeur Fitrel dire que les États-Unis vont s'engager davantage sur le plan commercial. Nous ne devrions donc pas attendre que d'autres mettent la table pour que les États-Unis arrivent ensuite, une fois que l'État de droit sera devenu la norme. Je pense que les États-Unis doivent s'impliquer quoi qu'il arrive, parce que la valeur que l'ambassadeur Fitrel vient de mentionner, l'importance d'un pays comme la RDC ou de tout autre pays africain d'ailleurs, nous avons déjà dit que c'est important aux États-Unis. Soit c'est important, donc nous nous impliquons, soit ce n'est pas important et nous continuons à en parler. Donc je pense que la question est mal posée. Je dirais, allons-y, discutons, arrêtons de parler de valeurs, commençons à concrétiser ces valeurs. Et on concrétise ces valeurs en s'installant sur place. Les gens viennent y travailler, ils s'imprègnent des valeurs que vous portez concernant les achats, le harcèlement sexuel, peu importe le sujet. 15 ans plus tard, lorsqu'ils ouvrent leur propre entreprise, ces valeurs deviendront les leurs. Si nous ne sommes pas là, ce sont les valeurs chinoises qui l'emporteront. Peu importe que l'on parle de Foggy Bottom, de l'Atlantique ou de toute autre institution, cela ne change rien. Donc je pense que nous devons changer de prisme et de manière de voir les choses. Qu'est-ce que les Chinois voient que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que les Indiens voient que nous ne voyons pas? La US Exim Bank et la DFC devraient être des noms familiers en Afrique. Ce n'est pas le cas. En revanche, la banque chinoise Exim l'est. Est-ce que ça ne viendrait pas du fait que, vous savez, les Américains sont un peu plus